Et ces évolutions des marchés financiers, c'est précisément le cœur de notre sujet aujourd'hui. Depuis quelques décennies, avec l'avènement de l'informatique notamment, on a des modèles. Des modèles qui prolifèrent en s'appuyant sur deux jambes. D'une part, les mathématiques appliquées, et puis l'économie financière, avec notamment la théorie du portefeuille. Il y a certaines personnes qui considèrent que cet art, cette combinaison d'informatique, de mathématiques appliquées et de théorie financière, peut se transformer en une technologie efficace. Donc, qui va permettre de donner vie à un véritable système de gestion des risques qui va être plus vrai que nature. Ça, c'est la première vision des choses qu'on peut avoir. Et puis la seconde, ce serait inversement de considérer que tout cela, ça a enfanté un système absolument difforme et incontrôlable. La question qui se pose dans ces conditions, face à ces modèles qui sont censés permettre d'appréhender les risques, ces modèles qui sont utilisés par l'industrie, qui sont promus par les régulateurs, qui sont complexifiés par les universitaires, qui sont véhiculés par les cabinets de conseil. Bref, face à ces modèles et à tout l'écosystème qui gravite autour, la question qu'on va se poser, ou du moins qu'on peut se poser après avoir eu le sentiment parfois de s'être réveillé face à Frankenstein, c'est dans quelle mesure peut-on encore se rêver Pygmalion ? Si on ne comprend pas quelque chose, on a un contrat d'exposition et il vaut mieux travailler, comme quelqu'un a dit, il vaut mieux changer ses désirs que l'ordre du monde. Il vaut mieux travailler à changer votre contrat qu'à mieux comprendre le monde. Et ça, c'est une chose qu'on comprend très bien comme trader d'options. Si on a un problème, on achète un contrat pour changer notre exposure. Donc, ce qu'il y a effectivement, c'est des distributions, ce que j'appelle conflation. Conflation, en français, je ne sais pas s'il y a un mot en français qui correspond exactement, c'est se tromper de concept. Voilà la tasse de café, on sait qu'elle est fragile, d'accord ? On peut travailler pour faire une meilleure tasse de café, ou alors on peut essayer de prévoir qu'est-ce qui peut la casser. Qu'est-ce qui est plus dur ? C'est prévoir ce qui peut la casser, plutôt que travailler pour faire une tasse de café qui se casse moins. Donc, je reviens à une chose, et je suis heureux qu'un de mes co-auteurs soit ici, parce qu'on a travaillé sur un concept de fragilité. Au lieu de parler du risque qui est externe, on parle de fragilité, comment les choses ont une réponse à certaines classes de risques. C'est beaucoup plus facile à faire, mesurable, et en fait, on a trouvé plus scientifique. Regardons cette tasse de café. Très belle, non ? Enfin, peut-être. Il y a mieux, etc. Mais elle a une propriété. Elle est fragile. Quand je demande aux gens qu'est-ce que vous voulez dire par fragile, ils me donnent des adjectifs, etc. Mais il y a une chose que toutes les choses fragiles ont, qui est que n'aiment pas la volatilité. Et il y a une chose très agréable qu'on a trouvée, c'est que tout ce qui n'aime pas la volatilité est non linéaire en réaction. Il y a une non-linéarité. S'il y a cette non-linéarité, on peut la détecter. On peut détecter automatiquement la fragilité par ça. Donc, voilà sur quoi je travaille depuis quelques années. Vous faites 3 stress tests. On appelle ça S3. C'est ça notre papier. Vous faites 3 S-tests. Vous faites un... Et vous voyez s'il y a une accélération. Si vous avez une accélération des pertes, vous êtes fragile. Bon. Et en fait, on peut voir l'accélération comme ça. Vous faites un stress test. Combien elle a perdu? 20 millions de dollars, très bien. Un stress test, 10% de pire. Combien il perd? 30 millions de dollars, OK. 10% de pire, 100 millions de dollars. C'est très mauvais. C'est comme ça que j'ai détecté, d'ailleurs j'ai dit à tout le monde, mon concierge, tout le monde dans la rue, que Fannie Mae allait faire faillite. Parce que justement, on a vu le risque, ils avaient une accélération quand les taux d'intérêt déviaient ou les différences de crédit déviaient. Donc, pourquoi est-ce que cette non-linéarité est nécessaire à tout ce qui est en vie? C'est quelque chose qu'on va publier la preuve, c'est nécessaire, c'est très simple. Tout ce qui est linéaire, c'est cassé tôt. Donc tout ce qui reste est non linéaire. Vous voyez? Regardez votre corps. Si vous sautez de 10 mètres, je pense qu'on meurt, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a des difficultés pour les sommetières à Paris, etc. Donc, il ne faut pas le faire. Mais 10 mètres, quelqu'un qui saute de 10 mètres meurt, n'est-ce pas? Bon, mais c'est donc 10 mètres, c'est 2 fois pire que 5 mètres, n'est-ce pas? Et c'est plus que 10 fois pire que 1 mètre. Je peux sauter d'1 mètre, ce n'est pas le 10e du risque. Un pont qui est mal bâti, on n'a pas à essayer de prévoir la couleur de la voiture qui va le casser. On sait qu'éventuellement, dans 20 ans, il ne sera pas là.
Donc, on n'a pas essayé de comprendre les propriétés statistiques du monde, il vaut mieux comprendre les propriétés des ponts et leur fragilité. Voilà, donc, je vais vous parler de crise économique et financière et de ce que j'appelle le besoin de modèles de troisième génération, dans un sens que je vais essayer de définir, et plus précisément de ce qu'on appelle les modèles d'agents. Et pour moi, un mauvais modèle, ce n'est pas forcément un modèle qui est faux, parce qu'il y a beaucoup de modèles faux, et beaucoup de modèles faux qui peuvent être utiles, mais c'est des modèles qui biaisent l'intuition dans le mauvais sens. La représentation mentale qu'on se fait du système, en l'occurrence le système économique, conduit en particulier à être complaisant sur des problèmes tout à fait fondamentaux, comme est-ce que le système est intrinsèquement stable, comme la théorie des marchés efficients le suggère, ou est-ce qu'il y a des problèmes d'instabilité structurelle, d'instabilité fondamentale auxquels il faut se confronter. Donc, identifier les mécanismes, c'est aussi identifier ces boucles de rétroaction déstabilisantes qui peuvent être dues au modèle que les gens utilisent. Clairement, quand on regarde le modèle de Black-Scholes, on voit très clairement que des boucles de rétroaction déstabilisantes sont contenues dans le hedge de Black-Scholes, dans la stratégie de couverture. Le fait de contrôler son risque, de contrôler son levier sur les marchés financiers peut induire paradoxalement des crises. Donc l'idée de ces modèles qui sont des modèles où il y a une structure, où il y a des vrais mécanismes sous-jacents, je pense qu'ils peuvent être utilisés même pour essayer de deviner certains des signes noirs de Nassib, parce que si on comprend justement que des boucles de rétroaction sont dans le système, même si elles ne se sont jamais exprimées dans le passé, on comprend très bien comment elles peuvent être activées et comment elles peuvent conduire à un événement qu'on n'a jamais vu de par sa nature ou de son amplitude. Je pense qu'un bon modèle, c'est un modèle qui permet d'imaginer justement des choses qui ne se sont pas produites. C'est d'essayer d'identifier ce qui est possible, mais même pas forcément avec un poids de probabilité associé à cette possibilité, ni même un temps associé à cette possibilité, mais juste de découvrir l'espace des possibles. Un bon modèle est un modèle qu'on ne change pas après un événement. Mais les régulations en domaine de finance ont forcé des gens à se transférer d'heuristiques qui marchaient très bien à la pseudoscience comme value at risk, ces méthodes-là, portefeuille, des choses quantitatives qui sont du baratin complet. Il a cette théorie que dans un environnement, les choses maximisent les risques invisibles. Voilà. Et la régulation a cet effet-là qu'on peut montrer mathématiquement, que Raphaël a montré mathématiquement, qu'on peut effectivement, une fois que vous avez une régulation sur n'importe quoi, d'accord, avec des chiffres numériques, les gens vont maximiser tout ce qui est autour qui n'est pas pris par ce numéro-là, par ce chiffre-là. Et c'est ça qui va se passer. C'est qu'on construit un monde, on joue à Dieu d'une certaine façon, on donne des règles du jeu très simples à des agents, donc on a l'impression de tout comprendre parce qu'on a complètement construit ce monde, on maîtrise parfaitement les règles du jeu individuelles de tout le monde, et pourtant il apparaît des phénomènes collectifs qu'on n'avait pas anticipés.